Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire comme un rendez-vous. Donc je vous rappelle le concept de ce webinaire, c'est de faire comme si on était en rendez-vous physique l'un en face de l'autre. Donc n'hésitez pas bien évidemment à poser toutes vos questions. On y répondra avec Xavier ce soir. On va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de l'assurance vie bien évidemment et on va parler de l'assurance vie comme outil de transmission. Donc on va essayer d'aborder tous les sujets. Je pense qu'on aura à peu près balayé tout. On va essayer d'être performant dans le timing ce soir, 45 minutes, pour essayer de remplir tout l'objectif qui est le nôtre, qui est de vous donner les clés et les astuces pour réussir donc le pari d'une bonne transmission grâce à l'assurance vie. Donc, on vous souhaite à tous un très très bon webinaire. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions grâce à l'outil, pour ceux qui connaissent l'outil. Ce n'est pas la première fois qu'on l'utilise. Et on essaiera d'y répondre, bien sûr, en live au fur et à mesure où les questions tomberont. On vous souhaite donc à tous un bon webinaire. Alors, on va d'abord revenir très rapidement sur Epargnissimo. Donc, on est un acteur aujourd'hui de la communauté Internet créé en 2010. On a plus de 2500 clients. On a un actionnariat aujourd'hui totalement indépendant, pas de fonds d'investissement, pas de banque à notre capital. Et on est le filial d'un groupe de gestion privée qui est basé sur Toulouse, un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Et donc, on construit des contrats d'épargne dédiés à nos clients en ligne. Des contrats d'épargne que l'on monte avec nos partenaires assureurs et qui répondent bien sûr à tous les standards d'Internet. Donc, on a deux axes de développement, l'assurance vie, l'épargne retraite. Donc, l'assurance vie, ce soir, on va en parler. L'épargne retraite au travers du PER. À chaque fois, diversité des supports financiers. On viendra d'ailleurs dans la présentation de ce webinaire sur l'actualité des supports financiers qui est la nôtre à l'heure actuelle. Vous savez qu'à chaque fois, on essaye en tous les cas d'institutionnaliser un petit peu ce webinaire. On reviendra donc sur l'actualité des supports financiers. On a des frais parmi les plus bas du marché, là aussi standardisés par rapport à Internet, plusieurs modes de gestion, la gestion libre, la gestion pilotée et également, petite exclue sur le marché, une gestion conseillée sans aucun surcoût pour notre client. Depuis le début de l'année, donc, vous avez la possibilité de souscrire en ligne à notre contrat Croissance Avenir. On vous a mis également en place des simulateurs, des comparateurs, des fiches pédagogiques qui vous permettent de mieux vous accompagner au quotidien sur vos choix d'épargne, aujourd'hui des choix d'épargne à long terme et des propositions de valeur qu'on peut vous faire. Alors, comme à chaque fois sur ce webinaire, comme un rendez-vous, on commence toujours par une actu sur les marchés financiers. Xavier, je pense qu'il se passe encore beaucoup de choses sur les marchés, une fois de plus. On a une année 2022 qui a été extraordinaire sur les marchés et un début d'année 2023 qui est très mouvementé, je pense qu'on peut le dire, avec une situation assez inédite qui convient quand même d'expliquer et d'essayer de vous accompagner dans cette période-là. Alors, pour revenir en focus, donc depuis le début de l'année, très clairement, les marchés financiers sont orientés à la hausse. Alors, c'est vrai qu'on a eu un très beau début d'année, très vigoureux sur l'ensemble des places financières. C'est un peu moins vrai depuis 4 semaines, 8 semaines. Là. Ça patine un petit peu plus, ce qui est logique, somme toute logique. On y reviendra juste après. La grosse particularité depuis 18 mois, c'est les taux d'intérêt. Vous l'avez sur le slide à droite, vous avez l'ensemble des taux. Alors, je rappelle d'un point de vue pédagogique, donc vous avez les taux court terme qui sont l'Ester et le Ribor 3 mois, et vous avez les taux long terme qui sont l'OAT 10 ans, le Bund allemand dont on parle souvent, et le T-Note qui est donc l'obligation 10 ans souveraine américaine. Donc, ça vous donne un indicateur. La particularité, vous le voyez au travers de cette présentation, on a des taux court terme qui sont plus hauts que les taux long terme, ce qui est un petit peu foufou. Et on reviendra derrière sur les conséquences et la lecture qu'on doit tirer de ces éléments. Pour le coup, l'or se porte plutôt bien depuis le début de l'année et le Brent, donc le pétrole, pour le coup, reflue depuis le pic de mars 2022, mars-avril 2022, qui est donc la guerre en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine avec le stress sur les marchés d'une envolée du pétrole. On constate que donc le Brent a fortement reflué. Alors, je vous ai mis également donc l'indicateur que vous devez suivre absolument, qui doit servir de référence dans vos analyses. C'est l'obligation d'État français 10 ans.
L'OAT 10 ans, on en parle souvent puisque c'est un indicateur qui vous permet de savoir ce qui peut se passer concrètement sur vos fonds euros. Et c'est également un indicateur qui peut vous servir de référence sur les emprunts immobiliers. Il faut savoir que quand vous empruntez à la banque, très régulièrement, bien en fait, c'est l'indicateur OAT 10 ans qui permet de savoir ce qui va se passer sur les taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on emprunte plus cher qu'il y a 18 mois et à contrario, on vous rémunère plus qu'il y a 18 mois sur les rendements court terme et moyen terme. Donc les taux longs aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait se passer sur le second semestre 2023? Donc après une forte poussée des taux, puisque je rappelle que l'OAT 10 ans début 2022 était à 0, qu'aujourd'hui l'OAT 10 ans est à 3%. Donc vous voyez la poussée de 0 à 3%, c'est juste énorme. On est d'accord, Xavier? On est d'accord. Donc nous, aujourd'hui, notre perspective, c'est des taux longs qui devraient monter sensiblement dans les prochaines semaines, puis se stabiliser sur le second semestre 2023. On reviendra sur cette anticipation, sur cette lecture de pourquoi aujourd'hui on considère que les taux ont atteint un petit peu, alors pas dire un plafond, parce que bien sûr, je vous dis que ça peut sensiblement monter, mais on verra ensemble quelles seront les conséquences des taux d'intérêt dans les quelques semaines qui arrivent. Le deuxième point qui est important, je vous l'ai montré juste avant, je vous ai dit que les taux courts étaient supérieurs aux taux longs. Je vous rappelle que l'Ester et l'Euribor aujourd'hui sont supérieurs à l'OAT 10 ans. Donc souvent, quand ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux, c'est souvent le signe d'une récession. D'accord? Donc aujourd'hui, on parle de récession, donc ça permet de passer à la slide suivante et de parler de l'inflation. Alors l'inflation, on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup depuis 3 ans, depuis le Covid. Du moins post-Covid. Je vous ai remis ce slide. Ce slide me paraissait intéressant puisque ce slide, je l'ai présenté en février. Et je vous ai présenté ce slide en février en parlant de la prévision de l'inflation de l'OCDE. Et vous voyez que la prévision de l'inflation en février 2023, c'était un atterrissage un peu en dessous de 3%, d'accord, entre 2 et 3% au deuxième trimestre, troisième trimestre 2024. Bon, bien évidemment, l'OCDE a révisé ses prévisions d'inflation. Alors, le point qui est assez positif, c'est que malgré tout, le point qui semble converger, c'est que le pic d'inflation est passé. On l'a vécu en début d'année. Ce qu'on a déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans les webinaires comme un rendez-vous. Ce qu'on a dit également avec EOS Allocation quand on fait nos webinaires avec EOS. Aujourd'hui, on est clairement dans une tendance de désinflation qui est donc pour l'instant confirmée. Mais en tous les cas, il faut qu'elle se confirme encore dans les mois qui arrivent. Mais la désinflation est beaucoup plus lente que ce qu'on aurait pu anticiper. Alors, quand il y a une inversion de la courbe des taux tout à l'heure entre taux court et taux long, je vous l'ai dit, ça veut dire que potentiellement l'économie va rentrer en récession. Aujourd'hui, on nous dit d'ailleurs que l'économie est rentrée en récession. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on va avoir un soft landing ou un hard landing? C'est-à-dire que concrètement, est-ce que l'économie va vraiment subir un arrêt total avec des faillites d'entreprises qui vont augmenter, le taux de chômage qui va mécaniquement augmenter, ou est-ce qu'à contrario, on va avoir un soft landing, c'est-à-dire que concrètement, une économie qui va certes ralentir, mais qui sera toujours présente. Donc ça, c'est la grande question dans les prochaines semaines, prochains mois, qui va bien sûr nous animer. Ensuite, pour finir, les banques centrales ont confirmé que le cycle de hausse des taux n'était pas vraiment fini, même si la Fed a déjà fait une grande partie du chemin aujourd'hui. Alors, on attend plutôt une pause. Alors, je sais que c'est aujourd'hui, je crois que c'est dans les prochaines minutes, prochaines heures que la Fed va parler. On va savoir donc si elle augmente ses taux pour le mois de juin ou si concrètement elle laisse ses taux inchangés. Aujourd'hui, le consensus tablait sur un positionnement de stabilité et une augmentation en juillet. Bon, on arrive un peu au bout du cycle. Sur l'Europe, c'est un peu différent. Sur l'Europe, la Banque centrale européenne a dit qu'elle allait continuer à augmenter ses taux. Donc, c'est aujourd'hui très clairement une position très claire de la Banque centrale et on va dire du décrochage, du décalage entre la Banque centrale et la Fed. Donc, tout ça m'amène à dire que si aujourd'hui on considère qu'on a atteint le pic d'inflation, que les taux d'intérêt ont atteint un peu un niveau plafond, et qu'on a une tendance plutôt à avoir des taux d'intérêt qui rebaissent. Je rappelle que quand les taux baissent, il est très intéressant d'aller sur l'obligataire, puisque là, pour le coup, on a retrouvé ce qu'on appelle du jus sur l'obligation. Donc, n'hésitez pas à nous interroger, mais très clairement, les supports obligations datées ou obligations tout court, les fonds en euros sont des supports à privilégier à l'heure actuelle. Et je dirais que vous devez vraiment garnir très fortement vos portefeuilles et vos allocations de ce type de fonds.
parce que vous aurez du rendement embarqué avec une certaine visibilité à échéance. Donc, c'est très intéressant pour vous, surtout si la désinflation se confirme. Et on reparlera dans les quelques mois qui arrivent, je pense. Dès 2024, vous verrez que très certainement, on reparlera de déflation. C'est assez amusant, comme quoi on passera par des cycles d'inflation et déflation et pas de désinflation. Je rappelle que la désinflation, c'est la baisse de l'inflation et la déflation, c'est une inflation négative. Voilà, donc voilà, bien comprendre les notions de différence qui peuvent exister. Alors, on va rentrer maintenant dans la thématique du webinaire, qui est l'assurance vie comme outil de transmission. Xavier, je vais te laisser rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à poser vos questions. On a une partie technique. C'est la première fois qu'on fait une partie un peu juridique, technique, pédagogique ce soir. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Xavier, à toi. Voilà, en effet. Donc, bon, on a le sujet de l'assurance vie que vous connaissez tous dans un degré plus ou moins précis et technique. Donc, on a essayé de vulgariser tout cela, mais d'un point de vue pratico-pratique, pour vous montrer comment, grâce à cet outil, on va pouvoir vous aider à optimiser la transmission de votre capital, tout en répondant à vos objectifs, que ce soit la protection du conjoint, que ce soit la transmission aux enfants, à des tiers. On va voir un petit peu les différents outils et mécanismes qui sont à notre disposition de façon assez simple et sans aller sur des montages très complexes. Pour rappel, l'assurance vie aujourd'hui, ça reste le placement préféré des Français, souvent mis en concurrence avec le livret A, mais en termes d'encours, on est sur des montants beaucoup plus importants. Aujourd'hui, on a, au 31/12/2022, 18 millions de détenteurs de contrats d'assurance vie pour plus de 1 900 milliards d'euros d'encours. L'assurance vie, c'est un couteau suisse un petit peu de la gestion de patrimoine qui va vous permettre de répondre à de multiples objectifs. Vous constituez un patrimoine, préparer la retraite, transmettre votre patrimoine, compléter vos revenus, protéger vos proches. C'est un outil qui présente l'intérêt d'être extrêmement complet, d'avoir une fiscalité avantageuse et qui est flexible juridiquement pour vous permettre un petit peu de le modeler à votre sauce et de faire un peu un contrat sur mesure qui répond vraiment à vos objectifs. On va rentrer un peu dans ce détail-là. Je reviens sur le fonctionnement très rapidement pour ceux qui sont un peu plus novices sur cette enveloppe fiscale. À la souscription d'un contrat d'assurance vie. Donc, vous allez effectuer un versement sur votre contrat, choisir des supports à l'intérieur, on va revenir dessus après, et désigner des bénéficiaires. En cours de vie, vous allez pouvoir effectuer des versements complémentaires, c'est-à-dire réalimenter votre contrat, effectuer des arbitrages au sein de votre contrat, c'est-à-dire modifier les placements que vous allez avoir au sein du contrat avec des fonds en euros, des unités de compte de l'immobilier, des actions, des obligations, etc. Et également disposer de votre argent, puisque je le rappelle, au sein d'une assurance vie, votre argent est totalement disponible et liquide. Donc, si vous souhaitez effectuer des rachats partiels, programmés, ou racheter votre contrat en intégralité, vous avez la possibilité de le faire. Aujourd'hui, tu confirmes, Xavier, que concrètement, on ouvre un contrat, j'ai besoin d'argent au bout de 6 mois, je peux retirer? Vous pouvez retirer, tu peux retirer en totalité, en effet. Ok. Donc souvent, on a un préjugé, on a un concept qui nous ont dit qu'il faut attendre 8 ans. Si tu n'as pas attendu 8 ans, tu ne peux pas retirer. Aujourd'hui, tu dis concrètement, au bout de 6 mois, j'ai besoin d'argent, je peux retirer. Oui. Okay. Vous pouvez retirer tout ou partie. On va le voir après, évidemment. On se pose la question de la fiscalité qui va être liée au déblocage. C'est-à-dire que si vous avez cumulé des gains et des plus-values à l'intérieur, on aura une fiscalité applicable. On parle des fameux 8 ans. Mais il n'y a pas de frais au-delà de la fiscalité, c'est ça? Non, en tout cas, pas sur les contrats en ligne. Vous n'avez pas de frais d'entrée, vous n'avez pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage et des frais de gestion qui sont réduits la plupart du temps par rapport à des contrats bancaires. Donc, c'est un peu, je dirais, une sorte de livret amélioré qui vous permet de diversifier votre patrimoine et de le conserver totalement disponible et liquide. Donc, sachant qu'on a amélioré aussi les délais de traitement chez les assureurs et où on a même certains assureurs, comme sur le contrat NetLife 2, qui vous permettent, comme un virement instantané, d'effectuer des rachats instantanés. C'est-à-dire que dans la seconde, l'argent que vous débloquez de votre contrat va être crédité sur votre compte courant. Rachat, on est d'accord que rachat égale retrait. Exactement. D'accord, parce que souvent dans la tête de nos clients, voilà, le terme rachat n'est pas forcément quelque chose d'assez familier. C'est en effet un langage juridique qui est lié à l'assurance vie, mais c'est le fait de retirer des fonds en tout ou partie de votre contrat. Et au décès donc, de l'assuré, ça on parlait en cours de vie du contrat, au décès de l'assuré, le capital
et les intérêts qui sont sur le contrat, ce qu'on va appeler les capitaux d'essai, seront versés selon la clause bénéficiaire que vous avez rédigée. On reviendra un peu sur ce point-là en détail tout à l'heure. Donc, au sein, alors ça, je vais passer assez rapidement, sur la vie du contrat, vous allez avoir deux classes d'actifs principales. Le fonds en euros, qui est garanti en capital, brut ou net de frais de gestion, donc frais de gestion déduits ou non, qui présente un rendement relativement faible, alors même s'il est en augmentation grâce à l'augmentation des taux d'intérêt et des obligations souveraines, mais qui devrait se situer, ou en tout cas s'est situé pour l'année passée aux alentours des 1,80. Donc ça reste faible quand on voit certains livrets, mais qui présente l'intérêt d'être totalement disponible et sécurisé en capital. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les unités de compte. Les unités de compte, c'est tout ce qui n'est pas fonds en euros dans votre contrat. Et là, vous allez avoir une diversité de supports qu'on a exposé à droite, mais qui n'est pas une liste exhaustive, où vous allez avoir une diversification entre des actions, des obligations, des ETF, trackers, des certificats, or comme dans notre contrat croissance à venir, des SCPI, des SCI, qui sont de l'immobilier indirect, des produits structurés, des actions qu'on appelle des titres vifs. Vous voulez mettre de l'action Tesla, L'Oréal, LVMH dans votre contrat, certains contrats le proposent. Donc après, à vous de répartir ou de nous contacter pour vous aider à répartir en fonction de votre profil, du degré de risque que vous êtes prêt à prendre et du rendement que vous attendez de votre placement pour effectuer une diversification et une répartition parmi toutes ces classes d'actifs. Le rachat, donc le fameux retrait, on en parlait tout à l'heure. Donc, ça peut paraître un peu complexe, la fiscalité de l'assurance vie. Vous allez avoir deux fiscalités, celle en cours de vie du contrat, donc lorsque je récupère une partie de mes fonds, et celle lors du décès. On y reviendra après dessus. Sur les rachats, vous pouvez effectuer des rachats partiels, c'est-à-dire j'ai 10 000 euros de placés, je veux récupérer que 2 000 euros, c'est possible. Le rachat total, on clôture le contrat et on perd l'antériorité fiscale, ou des rachats partiels programmés, qui sont souvent utilisés comme un complément de revenu. Si vous souhaitez récupérer chaque mois 300, 500 euros de complément de revenu, vous pouvez le faire de façon automatisée. Alors, ce qui est important, je pense, Xavier, de rappeler ce soir, c'est que ce qu'il faut toujours regarder, c'est la base taxable. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, quand je fais un retrait, un rachat, d'accord, j'ai une partie dans le rachat qui va être la partie capitale et j'ai une partie qui va être une partie intérêt. Exactement. Alors, on ne vous a pas mis la formule du rachat partiel, mais pourtant, cette formule, elle est très importante à connaître. On vous la donnera par la suite, ça nous laissera des possibilités de prochains webinaires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je verse 10 000 euros sur un contrat, si demain, j'ai mon contrat qui fait 10 500 euros 5 mois plus tard, si je demande un rachat de 2 000 euros, d'accord, eh bien, dans le 2 000 euros, j'aurai une partie intérêt et une partie capitale. Et d'ailleurs, la partie intérêt sera souvent très faible. Donc, quand on parle des 35% ou des 15%, bien sûr, si on optionne au prélèvement forfaitaire, parce que bien sûr, à chaque fois, on a le choix d'être à l'intégration sur l'impôt sur le revenu. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la base taxable. Donc, c'est pour ça que Xavier, tout à l'heure, vous disait, attention, racheter sur un compte, retirer de l'argent au bout de 6 mois sur un contrat d'assurance vie, ce n'est pas pénalisant forcément, puisque ce qu'il faut regarder réellement, c'est quel est le montant de la plus-value dans le montant de mon rachat. On est OK là-dessus ? Donc, on est tout à fait OK. Et donc, c'est au prorata le gain que vous avez proportionnellement au rachat de votre contrat. Jean-Olivier l'a dit, on a deux options fiscales lorsqu'on sort de l'argent de son contrat d'assurance vie. Soit vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu, donc vous allez venir rajouter le montant des plus-values retirées du contrat sur votre impôt sur le revenu. Et donc, vous allez être imposé à votre tranche marginale d'imposition, 11, 30, 41, 45, et aux prélèvements sociaux de 17,2. Vous avez la possibilité de prendre le prélèvement forfaitaire que je vais rapidement vous détailler ici. Donc, ce qui est important, c'est que le tableau, là, il n'est pas forcément… Voilà, vous voyez des chiffres, 35, 15, 12, 8, etc. Ce qui est important, c'est que quand vous voulez faire un rachat, si vous voulez avoir une simulation ou un calcul, on est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous demander s'il est plus profitable de faire un prélèvement forfaitaire, s'il est mieux d'optionner pour l'impôt sur le revenu. On vous accompagnera et on vous aiguillera sur le meilleur choix à faire derrière en termes de fiscalité et en termes d'options. Bien sûr. Alors, ce qui est à noter, c'est que vous avez les deux colonnes. C'est le 27 septembre 2017, la fameuse entrée en vigueur de la flat tax. Donc, on a deux règles différentes. Sur les versements effectués avant cette date-là, septembre 2017, vous aviez, en fonction de l'ancienneté de votre contrat, une fiscalité dégressive. Moins de 4 ans, c'était 35%.
plus 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, je ne vais pas le rappeler à chaque fois. Les 17,2 sont toujours payés, y compris après 8 ans. L'abattement ne joue que sur la fiscalité de la plus-value, l'imposition des plus-values. Donc, sur ces plus-values-là, on est dégressif. Entre 4 et 8 ans, on est à 15%. Et au-delà de 8 ans, c'est pour ça qu'on parle souvent de cette barrière-là ou de cette date butoir, vous avez des abattements qui sont de 4 600 € et de 9 200 € pour un couple. À partir de là, au-delà de cet abattement, vous êtes taxé à 7,5. Ces abattements de 4 600 viennent s'imputer uniquement sur la plus-value. Encore une fois, le capital n'est pas taxé. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de 8 ans, vous avez la possibilité pour une personne de retirer 4 600 € de plus-value de votre contrat avec aucune imposition sur les plus-values, uniquement les 17,2 de prélèvements sociaux. Sur les versements effectués après le 27 septembre, c'est plus simple, puisque globalement, c'est la flat tax qui va s'appliquer jusqu'aux 8 ans du contrat. Donc 12,8 d'impôts sur les plus-values et 17,2 de prélèvements sociaux qui sont toujours là. Et au-delà, il va y avoir un mécanisme en fonction des plus-values qui sont issues de ces versements. Jusqu'à 150 000, on est taxé à 7,5 et au-delà, on revient à la flat tax de 12,8. Alors, on ne va pas revenir sur ce que j'ai dit en amont, mais il faut toujours regarder ce qu'on appelle la base taxable. Oui. D'accord? Parce que le chiffre que tu nous montres là, on est d'accord, s'applique sur exclusivement les intérêts, la plus-value du retrait que je fais. D'accord? Et donc, quand je retire l'argent, je n'ai pas que de la plus-value. J'ai une partie capitale et j'ai une partie beaucoup plus de capital d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est important de bien faire comprendre ça à nos internautes et à nos épargnants. Sur l'assurance vie, donc on a un avantage fiscal à l'heure actuelle sur l'assurance vie, c'est que tout ce qui va être issu alors ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le capital décès, c'est-à-dire qu'au décès du titulaire du contrat, le capital versé au bénéficiaire va être traité hors succession, c'est-à-dire qu'il ne rentrera pas dans la masse successorale et ne sera donc pas taxé au droit de succession. Ce qui est primordial, on va le détailler après, puisque c'est en fonction de l'âge auquel ont été effectués les versements, mais vous désignez un bénéficiaire de votre choix, avec ou sans lien de parenté, on reviendra dessus après, qui recevra ce capital décès sans fiscalité liée au droit de succession. Il y a une fiscalité particulière applicable dessus, mais qui est avantageuse. Avec un point d'attention je vais rapidement passer dessus, ce qu'on appelle les primes manifestement exagérées. On a les fameux 70 ans de versement, donc les versements faits avant 70 ans et après 70 ans, une fiscalité très très différente, on va le voir après. Et donc, pour éviter que l'intégralité du patrimoine d'une personne, pour justement échapper à cette fiscalité, ne soit versée sur un contrat d'assurance vie, des règles ont été mises en place avec cette notion de prime manifestement exagérée qui s'apprécie par le fisc sur 2 critères, l'importance des primes versées par rapport au patrimoine global du client et l'intérêt pour le souscripteur d'aller faire une assurance vie. Donc, en synthèse, on est d'accord que l'assurance vie n'est pas traitée au même niveau que le patrimoine immobilier, que le patrimoine financier de type livret, compte-titre, PEA. L'assurance vie, c'est vraiment un truc à part. Exactement. On est OK? Oui, on est tout donc, à fait c'est un d'accord. truc à part qui est donc hors succession. Quand on dit que c'est hors succession, c'est que ça ne rentre pas donc, dans l'actif de succession et va répondre à ses propres règles. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Bon, la prime manifestement exagérée, c'est un peu plus technique. On vous l'a donné juste pour que vous soyez au courant qu'en fait, l'idée, c'est de mettre un garde-fou. Alors, vous avez parlé du cadre de l'administration fiscale, mais ça peut être aussi des héritiers, par exemple, qui se sentiraient spoliés, lésés, et qui pourraient dire, ah ben tiens, voilà, ça vient attaquer ma réserve héréditaire, donc dans le coup, je vais faire des actions qui permettront de dire que je suis un héritier qui méritait d'avoir ma part. Voilà. Après, pas de règle fixe, c'est en fonction de la situation de chacun. C'est là où je dis que c'était un peu plus technique parce que, bien évidemment, si demain vous nous demandez ce que c'est les primes manifestement exagérées, bien aujourd'hui, la littérature et les décisions jurisprudentielles sont nombreuses et tellement laissées à l'appréciation du juge que voilà, il faut juste partir sur du bon sens, sur l'assurance vie. Essayons d'être dans le bon sens et de bien comprendre. Donc, l'assurance vie, on désigne un bénéficiaire, quel qu'il soit, c'est important, c'est là où c'est important, qu'il soit héritier ou non. On vous l'a marqué dans le support. Et il est traité hors succession, c'est-à-dire que c'est un gros avantage puisqu'on peut transmettre à des héritiers hors héritiers, on peut transmettre à des bénéficiaires hors héritiers traditionnels et de la dévolution légale successorale.
Alors, je vais revenir rapidement sur un élément. Alors, rapidement, c'est un élément primordial et à ne surtout pas négliger, puisque c'est vraiment ce qui va déterminer la fiscalité applicable et les bénéficiaires de votre capital. On a des clauses souvent qui sont proposées par les assureurs, ce qu'on appelle des clauses types. Donc, vous allez pouvoir désigner, par exemple, le conjoint, soit de façon qualitative en disant mon conjoint, souvent non séparé de corps, avec des règles juridiques qui font que si vous êtes en procédure de divorce ou autre, il n'a plus cette qualité, ou de façon nominative, en donnant nom, prénom de la personne avec qui vous êtes marié à ce moment-là. C'est ce qui est proposé par les assureurs. Attention, puisque certaines clauses bénéficiaires proposées par défaut sont plus ou moins qualitatives en fonction des assureurs. La deuxième clause type est souvent liée aux enfants. Donc, on va mettre mes enfants nés ou à naître à parts égales, à défaut mon conjoint par exemple, ou des clauses, ce qu'on appelle une clause bénéficiaire à tiroir, où on va désigner plusieurs personnes. Et dans le cas où la première ligne ne va plus être en vie, on va aller chercher au deuxième rang les bénéficiaires qui sont désignés. Alors, pour la synthèse de nos épargnants et de ceux qui nous écoutent ce soir, qu'on soit bien d'accord. Très clairement, l'assurance vie ne rentre pas dans la succession et deuxièmement, n'est pas régie par la dévolution légale. Donc, dans la dévolution légale, par exemple, il y a un phénomène assez simple qui est la représentation. Exemple, demain, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Si demain, j'ai un de mes enfants qui est hélas prédécédé avant moi, c'est les petits-enfants qui viendront récupérer la part qui revenait bien évidemment à mon enfant. Dans l'assurance vie, ce phénomène-là n'est pas automatique. C'est pour ça qu'il est très important, quand je rédige une clause bénéficiaire, de faire attention à sa rédaction. Xavier est en train de vous dire, ben oui, je vais mettre né ou à naître. Pourquoi né ou à naître? Ben parce que je vais me prémunir du fait que demain, ça soit mes enfants qui sont déjà là ou mes enfants qui vont arriver. Vivants ou représentés. Ben pourquoi je mets vivants ou représentés? Parce que, par exemple, demain, je vais mettre que c'est mes enfants ou, bien évidemment, les enfants de mes enfants. En cas de prédécès ou de renonciation. Autre exemple, et Xavier l'a très bien dit juste avant, on parle d'une clause qui est plutôt générique, c'est-à-dire mon conjoint, plutôt que de nommer Madame Untel. Parce que si demain j'oublie de changer Madame Untel, ou Monsieur Untel d'ailleurs, excusez-moi, on a mis Madame, mais c'est parce que nous sommes des hommes qui avons préparé le support, mais ça pourrait être Monsieur ou Madame pour le coup. Et dans le cas présent, si on oublie de changer demain la clause et que je n'ai pas spécifié la qualité de celui qui va réceptionner le capital, eh bien, en fait, j'ai des cas de figure dans lesquels, bien évidemment, ça pourrait être le conjoint divorcé qui récupère le capital. D'accord? Ce qui serait à l'inverse. Ce qui peut être problématique. Ce qui sera à l'inverse du souscripteur assuré. Et pour finir, donc, sur la clause à tiroir, donc là, c'est un peu plus technique. Là aussi, oui, c'est pareil. On vous propose, bien sûr, de vous rapprocher de nous pour qu'on écrive avec vous la clause bénéficiaire. C'est un peu plus technique. C'est des clauses qui sont un petit peu plus, on va dire, de la haute couture de la gestion de patrimoine. Et on est là aussi pour vous accompagner sur ce type de clauses qui permettent justement d'optimiser la transmission et d'optimiser finalement les abattements auxquels vous avez droit dans le cadre des contrats d'assurance vie. Exactement. Donc, c'était la conclusion. On a souvent quelque chose de trop générique et pas forcément adapté à la situation de chacun. Donc là, l'idée, c'est maintenant de faire un focus sur quelles sont les stratégies aujourd'hui qu'on va pouvoir mettre en place pour justement optimiser la transmission, la protection du conjoint, ce que vous souhaitez faire grâce à la clause bénéficiaire. Donc pour cela, on va revenir sur une notion que certains d'entre vous connaissent certainement déjà, qui est le démembrement de propriété. Aujourd'hui, lorsque vous êtes propriétaire, on va parler d'un bien immobilier, ce qui est le plus tangible pour tous. Quand vous achetez une résidence principale, vous êtes plein propriétaire. Cette pleine propriété vous donne le droit de l'habiter, de le mettre en location, de le revendre. Mais on peut diviser, scinder ce droit de propriété, cette pleine propriété, en deux droits distincts. Le premier, c'est la nue propriété. La nue propriété, c'est ce qu'on pourrait appeler un propriétaire théorique, c'est-à-dire qu'il n'a aucun droit concret sur le bien tant que l'usufruitier est en vie. À l'inverse, lui, l'usufruitier, c'est une détention concrète et actuelle. Il va pouvoir occuper le bien et en percevoir les revenus. Donc, sur un bien immobilier, par exemple, habiter le bien ou le mettre en location et récupérer les loyers. Tant que l'usufruitier est en vie, puisque là, on parle d'usufruit viager, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vie de l'usufruitier, le nu propriétaire n'a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
quasiment aucun droit ni devoir à ce moment-là. C'est une sorte de détention future, de droit futur sur le bien. On peut appliquer ce mécanisme sur la clause bénéficiaire. Comment est-ce que ça va se mettre en place en pratique? Dans votre clause bénéficiaire, au lieu de désigner un bénéficiaire de l'intégralité du capital. C'est un lapsus, ça, Xavier. Il faut faire attention parce que un bénéficiaire n'est pas forcément un héritier. Non, je me suis repris. Je le rappelle. Hein. En fait, on va pouvoir démembrer la clause bénéficiaire qui permettra de désigner plusieurs bénéficiaires qui recevront usufruit et la nue propriété, et ce qui permettra de protéger l'usufruitier tout en organisant la transmission au nu propriétaire. Vous l'aurez compris, on va souvent mettre l'usufruitier, le conjoint survivant pour le protéger, lui permettre d'avoir accès à ses capitaux, on va revenir dessus, et les nus propriétaires, les enfants, qui percevront la pleine propriété et donc les capitaux, s'il en reste, à l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire au décès de l'usufruitier. Donc, concrètement, je rédige une clause bénéficiaire qui va être démembrée à mon décès. Vous le voyez dans le premier schéma, transmission de l'usufruit au conjoint survivant, transmission de la nue propriété aux enfants. L'usufruitier, donc le conjoint survivant, va percevoir les capitaux, il en dispose librement. Alors, pareil, je reste dans les généralités, puisque comme c'est quelque chose de juridique, une convention de démembrement peut venir mettre en place des règles spécifiques. Mais on ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Dans l'idée, l'usufruitier dispose du capital. Il peut en récolter les fruits, les intérêts ou utiliser une partie du capital. Les nus propriétaires, eux, ils ont un droit de créance, une sorte de dette dans la succession à venir, et ils seront pleins propriétaires au décès du dernier conjoint. Au moment où ils récupéreront à la fois l'usufruit et la nue propriété, c'est-à-dire qu'ils redeviendront pleins propriétaires sans fiscalité à ce moment-là. Donc très clairement aujourd'hui, tu es en train de nous dire, si vous voulez optimiser votre clause bénéficiaire et si vous voulez optimiser la transmission, il y a deux choses. Il y a petit 1, si on ne fait pas de clause bénéficiaire démembrée, il y a l'optimisation de la clause en elle-même et d'éviter peut-être des clauses types trop souvent génériques. En effet. Et d'essayer peut-être d'utiliser les clauses à tiroir sur lesquelles on peut vous accompagner pour optimiser cette clause. Aujourd'hui, on est capable de vous accompagner sur ce type de rédaction. Deuxième niveau, on commence à rentrer dans des stratégies un petit peu plus gestion de patrimoine. On met en place des clauses bénéficiaires démembrées sur lesquelles vous avez certainement dû entendre parler justement de cette capacité de transmettre l'usufruit et la nue propriété, souvent l'usufruit à un conjoint et souvent la nue propriété à des enfants, avec des obligations d'emploi ou pas d'obligation de remploi, voilà, on va le voir. Mais dans le coup aujourd'hui, on a vraiment une capacité à optimiser la transmission. Je rappelle quand même pour l'essentiel que la transmission aujourd'hui c'est 152 500 € par bénéficiaire. On est d'accord? On va rentrer dans le détail de la fiscalité. Justement, ce qui va être important, là-dessus, on va passer assez rapidement. Oui. Quasi-usufruit, usufruit. Donc là, ce que je viens de dire, quasi-usufruit, on est sur une créance, très simplement. Et l'usufruit ordinaire avec obligation de remploi, c'est qu'on impose aux bénéficiaires d'utiliser l'argent à l'usufruitier et d'utiliser pour quelque chose. Par exemple, acquisition de parts de SCPI. Voilà. D'accord? Ce qui permettrait à l'usufruitier de percevoir des revenus. D'accord? Et aux nus propriétaires demain de récupérer les parts de SCPI au terme. C'est ça. Voilà, ça pourrait être tout à fait ce sens-là. L'idée, en fait, c'est que la convention permet de cadrer ou de limiter plus ou moins les pouvoirs de l'usufruitier sur le capital récupéré. Voilà, donc en fait, c'est assez simple. C'est assez simple pour nous, c'est un peu technique pour vous. N'hésitez pas à nous interroger une fois de plus, mais en fait, quand vous démembrez une clause, vous arrivez dans ce cas de figure, soit du quasi-usufruit, soit de l'usufruit avec une obligation de remploi. Donc là, concrètement, il faut qu'on vous accompagne pour optimiser et choisir la meilleure des solutions en fonction de l'objectif que vous avez en fait et que vous voulez qu'on l'on respecte au moment de la rédaction. Alors, la fiscalité. Alors, le dénouement, c'est au moment du décès du titulaire du contrat. Le contrat est ce qu'on appelle dénoué, c'est-à-dire qu'il est clôturé. On va aller chercher les bénéficiaires et ils vont récupérer le capital décès en proportion de leurs droits respectifs. Mais la fiscalité va dépendre de l'âge auquel vous avez versé les primes sur votre contrat d'assurance vie. Si les primes ont été versées avant vos 70 ans, vous avez un abattement par bénéficiaire ou par couple usufruitier nu propriétaire de 152 500 € par couple ou par bénéficiaire. Jusqu'à donc ces 152 000 €, ça veut dire qu'il y a une exonération totale
aucun droit de succession, aucune fiscalité applicable. Au-delà, je rentrerai moins dans le détail, vous avez les chiffres dans le tableau, c'est une imposition à 20 sur jusqu'à 852 000 euros, 20%, et au-delà, 31,25. Donc, concrètement, je la fais simple. J'ai un enfant. Je veux transmettre à cet enfant, sans parler du conjoint. Je le nomme comme bénéficiaire. Je vais pouvoir transmettre 152 500 euros à mon enfant. Exactement. En plus des abattements abattements que je retrouve dans la dévolution légale traditionnelle. On est d'accord. Les fameux 100 000 euros par parent. Si demain j'ai 2 enfants, ça double. Si j'ai 3 enfants, ça triple, etc. On est d'accord. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi basique que ça. Il n'y a pas de limitation au nombre d'enfants, en fait. Non, ni de bénéficiaires. Oui, bien sûr. Imaginons que j'ai des enfants et des petits-enfants. D'accord ? Là aussi, je ne parle pas du conjoint. On est d'accord que demain, je peux très bien fonctionner par branche. Et demain, chaque enfant qui a 2 enfants, je peux transmettre jusqu'à 450 000 euros par branche sans aucun droit de succession. En effet. On est d'accord ? C'est ça. Bon, c'est quand même énorme. J'ai 10 bénéficiaires, je transmets 1,5 million sans aucune fiscalité. C'est quand même colossal. Donc, aujourd'hui, ça, c'est le premier point. Deuxième point, en France, depuis 2007, il n'y a plus de droit de succession entre conjoints. On est d'accord ? On est d'accord. Donc, à l'heure actuelle, sur l'assurance vie, c'est pareil. C'est-à-dire que concrètement, quand je nomme mon conjoint comme bénéficiaire, que j'ai 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions d'euros, mon conjoint sera exonéré de droit. On est d'accord. On est d'accord. Ensuite, donc, tu as parlé de couple usufruitier nu propriétaire. Parce que ça, ce n'est pas évident pour ce soir, pour nos internautes et épargnissimo. Le couple usufruitier nu propriétaire, c'est quoi ? Ça veut dire que demain, je nomme usufruit mon conjoint, nu propriétaire un enfant. C'est un couple. Exactement. Demain, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. 2 abattements. 2 enfants. 2 couples, 3 enfants, 3 couples, etc. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est 152 500 euros par couple. C'est ça. On est d'accord ? On est d'accord. Donc aujourd'hui, dans la clause bénéficiaire démembrée, là aussi, on peut optimiser son utilisation. On va le voir par des exemples concrets après. Justement, on a prévu un cas pratique pour vous montrer de façon chiffrée justement quel est l'impact de cette clause bénéficiaire démembrée. Très clairement, aujourd'hui, on peut dire, Xavier, que l'assurance vie, si on l'utilise bien, sur la partie cash, c'est un outil formidable. C'est un outil formidable pour la transmission. On peut le dire, ça. Et attention, par contre, à cet âge butoir des 70 ans, puisque comme vous le voyez à côté, la fiscalité n'a plus rien à voir. Là, on parle de 152 500 par bénéficiaire. Après 70 ans, on a un abattement de 30 500 euros. Tout bénéficiaire et tout contrat confondu. L'excédent sera imposé au droit de succession classique. Ça réintègre la masse successorale. Alors, j'aimerais quand même préciser 2 choses dans ce que tu dis. Petit 1, c'est quand même mieux de faire ça que la dévolution légale traditionnelle. C'est quand même un avantage. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Là, on est en comparaison des 2 taux. On est d'accord. Mais si j'ai plus de 70 ans, malgré tout, ça reste plus intéressant d'utiliser l'assurance vie. Surtout qu'en plus, le point important, on ne l'a pas mis. Non. Mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que ces 30 500 euros d'abattement, d'accord, quel que soit le nombre de bénéficiaires, c'est là la différence par rapport à ce qui est versé avant 70 ans. Mais la deuxième chose, c'est que tous les intérêts acquis sur le contrat sont exos. Exemple, je verse 1 million d'euros sur mon contrat. J'ai 70 ans et 3 jours. Je vis jusqu'à 90 ans, 20 ans. Alors, on n'a pas fait le calcul, mais si j'ai un rendement moyen à 5%, voilà, imaginons que le million d'euros devienne 2 millions. 2 millions. D'accord ? Eh bien, mon million d'euros plus 30 500 euros est totalement exo quand même. Exactement. D'accord ? Donc, c'est tous les intérêts acquis sur le contrat plus 30 500 euros. Donc, c'est quand même pas neutre. Ce n'est pas neutre. Donc, bien évidemment, pour reprendre ce que tu viens de dire, verser le maximum avant 70 ans, c'est tout bénef. Si par contre, vous voulez verser après 70 ans, on vous conseillera, nous, à notre échelle, de réouvrir un nouveau contrat, d'ailleurs, pour éviter d'avoir des compartiments à l'intérieur de votre contrat où, en fait, les assureurs ont du mal à calculer les intérêts acquis en fonction des sommes versées après et avant 70 ans. Donc, là, par exemple, sur les contrats d'assurance vie, on vous invite, surtout en plus sur Internet, vous n'avez pas de difficulté puisqu'il n'y a pas de frais d'entrée, à ouvrir un deuxième contrat après 70 ans pour optimiser votre fiscalité. C'est exactement ça. Alors, le fameux cas pratique. Concrètement, je ne vais pas revenir sur les notions qu'on vient de voir, mais dans notre cas, on a monsieur qui a 63 ans, qui est marié avec madame, et ils ont 2 enfants communs.
250 000 € de capital à placer. Lui, ce qu'il souhaite, monsieur F, c'est protéger son conjoint survivant et transmettre aux enfants. Si on le fait dans un schéma classique de souscription avec uniquement madame de désigner en bénéficiaire, au décès de monsieur, qu'est-ce qui se passe? Madame récupère un capital de 300 000 € qu'elle réinvestit en assurance vie avec ses 2 enfants comme bénéficiaires. Sauf que madame, à ce moment-là, elle a 72 ans. On n'est plus dans l'abattement des 152 500 €, mais dans l'abattement des 30 500 €, tous bénéficiaires confondus. Donc, je n'ai pas mis le détail aujourd'hui, mais ça veut dire que pour une transmission de 300 000 € aux enfants, on va avoir cet abattement de 30 500 € et donc des droits de succession applicables sur 268 500 €. Dans ton exemple, on est d'accord que, parce qu'il fallait à un moment donné prendre un exemple, je souscris le jour J, je décède le jour J plus 1. C'est-à-dire que je n'ai pas d'intérêt acquis et concrètement… Si, puisqu'on a 250 000 € d'investis, Ok. 300 000 € de capital d'essai. Ok. Donc, alors, je n'ai pas désigné d'âge, puisque là, en l'absolu… Donc là, dans ton calcul, on est d'accord, tu as bien pris 30 500 plus tes intérêts acquis. Oui. On est d'accord. Exactement. Est-ce que tout le monde, j'espère que tout le monde a bien compris que là, dans l'exemple, on a 30 500 plus tous les intérêts acquis sur le contrat. Sachant que ça va générer donc une imposition totale de 50 000 € pour les enfants, soit 25 000 € chacun. Alors que si dans une solution 2, on avait fait une souscription, monsieur F avait fait une souscription avec une clause bénéficiaire démembrée, qu'est-ce qui se passe? On a toujours 300 000 € au moment de son décès qui va être réparti en usufruit pour madame, en nue propriété pour les enfants. On a là le fameux abattement de 152 500 €, puisque les primes avaient été versées par monsieur à 63 ans, par couple usufruitier nu propriétaire. Soit x2, ça nous donne un abattement global de 305 000 € sur le contrat, pour un capital d'essai de 300 000. Ça veut dire qu'on n'a aucun droit de succession au moment du décès de monsieur. Et ensuite, au décès de madame, les enfants vont récupérer la pleine propriété par l'extinction de l'usufruit sans aucune fiscalité. Ce qui fait qu'on a dans un premier cas 300 000 € de transmis sans aucune fiscalité grâce à la clause bénéficiaire démembrée contre finalement 50 000 € de droits de succession pour l'équivalent transmis dans la première solution. Donc ce soir, pour un exemple assez simple et assez efficace, tu viens de montrer qu'en fait, juste en faisant un démembrement de la clause, bien sûr en le rédigeant proprement et correctement, oui, évidemment. On vient de faire économiser, d'accord, à nos clients la totalité de leurs droits de succession. Alors, ce n'est pas nos clients parce qu'ils ne seront plus là, hélas, mais en tous les cas, les bénéficiaires de nos clients, en l'occurrence là, le conjoint et les enfants, ils seront en totale exonération de droits s'ils ont bien démembré leur clause. En effet. Ok, très clair. C'est très important de rédiger correctement sa clause bénéficiaire, sachant que, comme Jean-Olivier l'a rappelé tout à l'heure, et on l'a déjà dit, il n'y a aucune obligation d'avoir un lien de parenté avec le bénéficiaire pour permettre d'avoir cet abattement-là. Ce qui est assez exceptionnel, que je vous rappelle que pour un tiers, les droits de donation ou de succession montent très vite à 60%. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour optimiser la transmission aux petits-enfants, comme tu l'as dit Jean-Olivier, aux neveux, nièces, cousins ou membres de la famille plus ou moins éloignés, mais également à des tiers, des personnes qui ne font pas partie de votre cercle familial, à des associations ou à d'autres organismes qui bénéficieront exactement des mêmes abattements à hauteur de 152 500. Donc, c'est un vrai outil dans la famille pour protéger le conjoint survivant, optimiser la transmission aux enfants, aux petits-enfants, mais également à des tiers que vous souhaiteriez gratifier. Merci Xavier, en tous les cas, pour cette explication. Je pense qu'elle est très, très claire. Et ça nous permet comme ça de récapituler très rapidement et après de conclure. Donc, très clairement, aujourd'hui, l'assurance vie, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, un couteau suisse. Oui. Financier et juridique. On est d'accord? Financier, juridique et fiscal. Et fiscal. Ça nous permet de verser, d'investir, de disposer de l'argent. On a une fiscalité avantageuse. Ça nous permet de transmettre à des bénéficiaires qu'on désigne. D'accord? Oui. Hors du cadre familial ou dans le cadre familial. Ça nous permet également de rédiger une clause bénéficiaire sur mesure. Ça nous permet également d'utiliser le contrat pour le nantir auprès d'un organisme bancaire, par exemple, pour faire un prêt qui offrirait une garantie. Alors après, il y a bien sûr quelques inconvénients. On ne peut pas faire de donation. On est d'accord? Non. Le contrat d'assurance vie ne peut pas être donné. Contrairement à un contrat de capitalisation. Par exemple, ou un bien immobilier. Ou un bien immobilier, voilà. Mais un contrat de capitalisation qui peut être le pendant du contrat d'assurance vie. Et c'est un placement moyen long terme. On est OK là-dessus? On n'est pas.
tout à fait OK. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans l'actualité et le référencement. J'espère que ça a été assez clair. On n'a pas eu trop de questions. Ah si, j'ai quelques questions en live. Alors la question, est-ce que l'abattement de 152 500 € est sur les versements ou sur le capital transmis? Alors, je peux vous répondre de suite. C'est sur le capital transmis, bien évidemment. On est à 152 500 € sur le capital transmis et pas sur les versements. Donc, concrètement, c'est capital plus intérêt et on regardera donc le bénéfice qui sera transmis. Voilà, on ne distingue pas les intérêts du capital dans l'abattement avant 70 ans. Il n'y a qu'après 70 ans, comme l'expliquait Jean-Olivier. Alors, j'ai Antoine qui pose une question. J'ai 30 ans, est-ce que je dois le faire aujourd'hui? Alors oui, sur un contrat d'assurance vie, je vais être très clair. Le bénéficiaire, on doit le notifier dès le démarrage du contrat. D'accord? Même quand on est jeune. Donc, même quand vous êtes jeune, il faut qu'à un moment donné, vous désigniez des bénéficiaires. Donc, la question, est-ce que ça peut se faire par mail? Oui, ça peut se faire par mail. On peut répondre par mail, mais après, il faudra transmettre la clause bénéficiaire à l'assureur, bien évidemment. Ça reste un des actes qu'on appelle solennel, donc il n'est pas possible de le faire en ligne, ça directement. Il y a un formulaire spécifique qui est à compléter et à rédiger. Et ce qui est à noter, c'est que la clause bénéficiaire peut être, comme un testament, modifiée n'importe quand. Sur votre contrat d'assurance vie jusqu'à, j'ai exagéré, mais la veille de votre décès. Il n'y a pas de conséquences là-dessus. Alors tout d'un coup, les questions tombent. Là. Les questions tombent. Nos internautes, nos auditeurs sont très, très, très friands des réponses. Donc là, pour le coup, est-ce qu'aujourd'hui, si je change mon bénéficiaire après 70 ans, Jean-Philippe se pose la question, est-ce qu'après 70 ans, ça a un impact sur ma fiscalité? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier, donc vous pouvez changer de bénéficiaire après 70 ans. Oui. L'important, c'est la date de versement. On le répète, c'est la date de versement qui est prise en compte. Donc, avant 70 ans, tout ce que vous avez versé avant 70 ans, vous pouvez modifier les bénéficiaires autant de fois que vous voulez. D'accord? Il n'y aura aucun impact. Alors, on va rentrer dans l'actualité des référencements actuels. Donc, on revient très rapidement. Il y a toujours l'offre Boost sur nos contrats sur Avenir. Oui. D'accord? Alors, elles prennent fin dans 15 jours, donc fin juin. Donc, deux choses, vous les connaissez, on a déjà communiqué pas mal de fois dessus. La possibilité de verser à 100% sur le fonds sur Avenir Opportunité 2, qui d'habitude demande un investissement de 50% d'unité de compte. Là, on peut accéder à 100% dessus. Et une autre offre qui est, si vous versez sur le fonds sur Avenir Opportunité 2 avec 50% d'unité de compte, donc admettons, vous faites 50-50 sur le contrat, vous avez un bonus de rendement de 1% pour les 2 années à venir. Ensuite, on vous présente également un taux bonifié chez Apicil sur notre contrat pair objectif retraite, jusqu'à 1,40 net de bonus. D'accord? Donc, c'est quand même pas neutre. On voulait vous le présenter. Donc, voilà, vous pouvez en profiter sur le PER. Les versements, je rappelle, sur le PER sont déductibles de votre revenu. Ça vous permet d'avoir également, on va dire, une réduction, une diminution de votre revenu, donc une diminution de votre imposition de facto. Donc, n'hésitez pas à nous interroger. Aujourd'hui, on a encore eu un prix sur le pair objectif retraite. Donc, il ne faut pas hésiter à nous interroger. C'est un très beau contrat mis à votre disposition. Et on abordera le PER plus en détail dans les prochains webinaires qu'on animera dans les prochains mois. Alors, ensuite, des référencements réguliers. Donc, je rappelle que là, sur les contrats Croissance Vie, Croissance Avenir et Capi, on a rentré sur Avenir 1 by Alta Life avec Alta Rock. Un très très beau FCPR basé sur du private equity de qualité institutionnelle, géré donc par la société Alta Rock. On pourra revenir dessus. Très très belle offre. On a Arkea Cap Atlantique également, donc là qui est lancé pour le coup par la société de gestion Arkea. Très belle offre également. En immobilier, on a rentré l'ESG Tendance Pierre, très belle SCP, non SC pardon, pas SCPI mais SC, qui est géré par Swiss Life et qui a une perspective de rendement assez élevé. On vous invite à regarder fortement cette ESC qu'on recommande. La SCPI Transition Europe également, qui est gérée par Arkea et qui est une très belle SCPI. Et également la SC Keys Sélection Vie, qui est une SC donc gérée par Keys et dédiée à l'assurance vie. Les référencements donc obligataires, les derniers, il y a Obligation Globe juin 2031. Donc ça, c'est très intéressant puisque en 2031, j'ai de la visibilité. On est d'accord? Oui. Sur une obligation qui me donne un coupon chaque année et qui remboursera au terme le capital investi, sachant que la contrepartie, l'émetteur, c'est sur Avenir.
C'est sur Avenir Arkea. Donc, c'est Arkea. Donc là, pour le coup, on est chez la banque Arkea. Donc, si demain, vous souscrivez à l'obligation Globe Juin 2031, eh bien, celui qui vous rembourse l'argent tous les ans, c'est Arkea. Et si Arkea n'a pas fait défaut en 2031, vous avez votre capital qui est remboursé. Donc, c'est quand même pas neutre. Capital et coupon garanti. Donc, et le coupon, il est à combien? Sur celui-ci, il est à 4,30. 4,30. Sur celui de 2031. Donc, sur le 2031, on est à 4,30 de coupon garanti jusqu'en 2031. Obligation équilibre Spirica juin 2023. Donc, ça, c'est un peu le pendant de Spirica. C'est Spirica. Donc, Spirica, c'est derrière Crédit Agricole. On est d'accord? Exactement. Là, on est à 4,80 sur celui-ci, avec une échéance 10 ans, par contre, contre 8 pour Suramir. Alors, sur les produits structurés, on a rentré pas mal de produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Mais là, n'hésitez pas à nous interroger en fonction de vos objectifs. On communique régulièrement dessus. Les produits structurés, on en parle régulièrement. Et on a une belle offre à l'heure actuelle qui vous permet vraiment d'avoir une belle diversification dans vos produits structurés. Donc, je vous rappelle notre prochain live Parlons Finance spécial Private Equity qui sera donc organisé par le Centre du Patrimoine. Je rappelle que Epargnissimo est filiale du Centre. C'est le jeudi 29 juin. On va parler Private Equity avec la société Interinvest sur donc là aussi du Private Equity de qualité institutionnelle sur des fonds de fonds. Vous verrez un peu ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui en private equity pour nos clients particuliers, ce qui est assez exceptionnel. On est bien sûr à votre disposition, toute l'équipe, donc Xavier, moi-même, Marie-Rosalie, Ramona, que vous avez régulièrement. Je remercie également un homme de l'ombre qu'on n'a pas l'occasion de citer régulièrement, mais Jean-Baptiste, qui nous produit et qui nous prépare tous ces webinaires. Jean-Baptiste Lemouzy qui est notre communicant. Ça nous permet d'avoir vraiment un support de qualité. Vous retrouverez bien évidemment ce live ce soir, ce webinaire, comme un rendez-vous. Vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube. Comme à chaque fois, vous allez recevoir un mail. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça vous permet d'avoir comme ça les accès directs et toutes nos communications sur les réseaux sociaux. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Oui, il y a une dernière question d'Antoine. Du coup, là, on ne peut pas faire de réponse préfabriquée. Ça va sortir un petit peu et dépendre surtout de votre situation. Donc, ce que je vous propose, c'est que je revienne vers vous à partir de demain pour qu'on prenne rendez-vous ensemble et qu'on regarde ça directement. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite une belle soirée. On a un petit peu débordé. J'espère que ça vous a intéressé. On reste donc à votre disposition. Je lance un dernier sondage. Je lance le seul sondage de la soirée pour le coup. Savoir si vous êtes satisfait, bien évidemment, de ce webinaire et du format de ce webinaire. On se retrouvera dans quelques semaines pour continuer à aborder des sujets un peu pédagogiques et techniques sur la partie Epargnissimo. Exactement. Et n'hésitez pas à nous soumettre, quand vous nous avez au téléphone ou même nous faire un mail, les thématiques, les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Vraiment, on peut intervenir sur des choses relativement larges, tout ce qui a trait aux produits ou aux conseils distribués par Epargnissimo. N'hésitez pas à nous soumettre des idées. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine et merci à tous.